Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro de Parlement Hebdo, l'émission qui vous fait vivre les temps forts de la semaine au Parlement. Et vous connaissez la formule, un débat entre un député et un sénateur. Aujourd'hui, nous accueillons Éric Martineau. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes député, mouvement démocrate de la Sarthe et agriculteur de profession. On le précise car on va parler d'agriculture dans cette émission. Face à vous, Victorin Lurel, bonjour, sénateur socialiste de Guadeloupe et ancien ministre des Outre-mer. Et vous débattrez tous les deux de la loi Duplon, votée l'an dernier par le Parlement et qui autorisait un pesticide néonicotinoïde interdit en France. Elle a fait l'objet d'une pétition signée par plus de 2 millions de personnes opposées à ce texte. Et cette pétition a donné lieu ce mercredi à un débat à l'Assemblée nationale, une première dans l'histoire de la Ve République. Et on parlera du prix de l'alimentation. Comment expliquer qu'il augmente dans les rayons alors que le revenu des agriculteurs est toujours aussi bas? La commission d'enquête du Sénat sur les marges de la grande distribution a poursuivi ses auditions. Mais d'abord, la loi Duplon qui s'est à nouveau invitée à l'Assemblée nationale. Elsa Mondin-Gava. C'est la première fois que cette procédure est mise en œuvre. C'est un trait d'union qui s'établit entre la société civile et la représentation nationale. Exercice inédit à l'Assemblée nationale. Le débat sur la pétition contre la loi Duplon a tourné à l'affrontement. Une question doit nous guider dans ce débat. À qui profite vraiment cette loi ? Elle ne profite pas à la population qui voit le nombre de malades à cause des pesticides augmenter chaque année. Elle ne profite pas aux 400 000 agriculteurs qui disparaissent d'année en année, tenus à la gorge par les banques, l'agrochimie et l'agro-industrie. Vous dites responsable des cancers, la mort des enfants, l'empoisonnement du sol, l'effondrement de la biodiversité. Voilà ce que vous dites aux agriculteurs aujourd'hui. Ça n'est pas possible. Les échanges ont également concerné la réintroduction de l'acétamipride, censurée par le Conseil constitutionnel, mais reproposée dans un nouveau texte par le sénateur Duplon. Aucun autre pays européen, laissez-moi terminer, que la France n'a jugé important d'interdire l'acétamipride. La France elle-même ne l'a pas fait sur la base de dangers avérés ou probables de cette substance, mais uniquement parce qu'elle appartient à la famille des néonicotinoïdes. Il n'y a plus de débat sur la dangerosité de ce pesticide et des néonicotinoïdes. La quasi-totalité du monde scientifique et médical s'oppose à la loi Duplon. Un débat sans vote et une nouvelle pétition contre une éventuelle nouvelle loi Duplon. Éric Martineau, la pétition contre cette loi Duplon a fait plus de 2 millions de signatures, un record. Ça n'a débouché ni sur un vote, ni sur une remise en cause de la loi Duplon, mais vous dites quand même victoire de la mobilisation, victoire de la démocratie citoyenne. Tout à fait. On ne doit pas nier ce qui s'est passé avec cette pétition. Après, même moi, je le dis, j'aurais pu la signer, cette pétition. Mais moi, oui, mais il manque une phrase essentielle. C'est-à-dire, et je m'engage à acheter français, des produits de qualité, en rémunérant les agriculteurs à la hauteur de mes exigences sanitaires et environnementales. Et là, j'aurais signé. Parce que je trouve que cette pétition, elle a le mérite d'exister. Et pourtant, vous avez voté pour la loi Duplon en juillet dernier. Alors, j'ai voté pour la loi visant à lever les contraintes à l'exercice du métier d'agriculteur. Parce que je suis agriculteur. Je connais aussi ces difficultés. On sait très bien qu'on nous dit qu'on a des solutions, par exemple, dans certaines filières. Eh bien, moi, j'aimerais qu'on me les donne. Parce que moi, je les ai même réclamées à des scientifiques qui m'ont accusé d'être limite un criminel en votant ce texte. Mais moi j'aimerais qu'on me dise, voilà, eh bien Éric, toi tu es producteur de pommes, tu dois faire ça contre les pucerons, ou autrement, ou autre chose. Je ne suis qu'agriculteur, je ne suis pas scientifique, mais j'irai jamais dire qu'un pesticide est bon ou mauvais, c'est pas à moi de le dire. Moi, je ne suis qu'agriculteur. Pour moi, c'est aux scientifiques de le faire. Victorin Lurel. Sur cette pétition, c'est pour la première fois dans l'histoire de la Ve République qu'une pétition a donné lieu à un débat à l'Assemblée nationale. Mais un débat sans vote, un hémicycle très parsemé, est-ce que ça a servi vraiment à quelque chose ? Oui, une mobilisation populaire et citoyenne. Mais ce qui s'est passé il y a 2 jours à l'Assemblée nationale, mercredi, en fait, c'est l'épilogue. C'est la fin de la première séquence. Et c'est aujourd'hui, j'ose le dire publiquement, une utilisation astucieuse pour maintenir vivant, si j'ose dire, le débat, cliver la société. Mais comment ça, et pour permettre au gouvernement de déposer sa loi d'urgence agricole avant le salon de l'agriculture et permettre à l'État de dire, vous voyez, je présente un projet de loi et je ne mets pas la réintroduction des néonicotinoïdes, dont l'acétamipride, peut-être le fluoradifurone, qui est un organochloré. Et pour celui qui vous parle des Outre-mer... Chlordécone.
chlordécone. C'est les organochlorés, que le chlordécone appartient à ça. Donc c'est une manière pour le gouvernement et pour les majorités parlementaires de réintroduire ce débat-là, de le maintenir vivant et de réintroduire par amendement cette réintroduction. Ça sera déposé probablement avant le salon, en tout cas en Conseil des ministres, déposé peut-être sur le bureau de l'Assemblée nationale, ensuite au Sénat. Le gouvernement dira, vous voyez, je respecte cette mobilisation citoyenne historique et véritablement importante, mais pour la première fois, on utilise un débat sans vote, c'est la première fois qu'on l'utilise, c'est simplement pour dire 6 mois après la mobilisation, pour dire que vous voyez, c'est encore clivant, et que le débat n'est pas fermé et que ça permettra de faire passer cette réintroduction. Est-ce que si jamais ces deux mesures controversées, ces deux néonicotinoïdes revenaient par le biais d'un amendement, comme le dit le sénateur, est-ce que vous le revoteriez? Parce que vous avez voté pour une première fois. On rappelle qu'elles avaient été censurées par le Conseil constitutionnel et que Laurent Duplon vient de déposer un nouveau texte qui autorise l'acétamipride et le flupyradifurone du Conseil constitutionnel. Mais est-ce que vous la revoteriez? Honnêtement, aujourd'hui, je ne suis pas sûr. D'accord ? Pourquoi ? Parce que, je vous l'ai dit là tout à l'heure en introduction, moi je veux faire confiance aux scientifiques. C'est-à-dire que si les scientifiques nous disent il n'y a pas de danger, c'est possible. Pour moi, les journalistes scientifiques, il faut savoir qui donne le feu vert. L'EFSA, l'ANSES. Pour moi, ce sont les deux référents. Ici, l'EFSA, c'est l'Agence sanitaire européenne et l'ANSES française. L'ANSES, c'est français. Si les deux donnent un feu vert, pourquoi on s'y opposerait le politique ? Ok, on doit tenir des craintes de la population, ça je l'entends. Après, ce que je vous ai dit tout à l'heure, je ne suis pas scientifique. Ce que je trouve dommage, c'est que ça revienne par le biais d'un amendement où aujourd'hui on voit bien que, pour moi, ce que révèle cette pétition, c'est bien une méconnaissance aussi de l'agriculture et des problèmes en agriculture. Alors, je ne mets pas... Mais il y a ces craintes par rapport à ces deux substances dont certaines études du CNRS disent qu'elles sont nocives pour la santé. Tout à fait. Notamment ce cousin du chlordécone, là. Oui, mais alors je vais pas défendre... Je ne suis pas là pour défendre les pesticides, hein, vraiment. Moi, ce que je voudrais, c'est qu'on nous donne des solutions, des possibilités. Et ce qui est dangereux doit être interdit. Là-dessus, il n'y a pas de sujet. Par contre, aussi après, si nous, on va au-delà de ce qui... Pourquoi ? Ce qui est difficile à comprendre chez les agriculteurs, imaginez, c'est interdit en France, c'est autorisé à l'étranger. Enfin, à l'étranger, en Europe. En Europe. Donc, dans ce cas-là, il faut qu'on ait le courage d'aller jusqu'au bout. Si c'est dangereux, eh bien, dans ce cas-là, il faut qu'on arrête d'importer. Et tant pis si on manque. Parce que dans la Duplon, pardon de le nommer, mais il n'y a pas uniquement les pesticides. Il n'y a pas que ça. Moi, cette semaine, là, je suis allé à un magasin dans le 6e arrondissement, il n'y avait pas d'œufs. Pourtant, une moyenne surface. Les poulets de Loué, aujourd'hui, on n'arrive pas à construire des poulaillers. En Sarthe, on n'arrive pas à construire des réserves d'eau, des réserves collinaires. Ça, c'est la Duplon aussi. Victorin Lurel, sur le fond de cette question des néonicotinoïdes, il y a quand même des filières françaises qui sont en difficulté, qui ne trouvent pas d'alternative à ce pesticide. Si on l'interdit, est-ce qu'on ne risque pas de faire disparaître ces filières et du coup d'importer des produits ? C'est précisément ce qu'on veut faire revivre, l'opposition de ces deux visions. Ce qui est, à mon sens, infamant de dire que celles et ceux qui utilisent les pesticides, même de manière modérée, dans des itinéraires techniques que l'on peut comprendre, que ce seraient des empoisonneurs. Tout à fait. Donc c'est pas acceptable. Et on voit fleurir des insultes. Je dis d'ailleurs, M. Duplon est mon collègue, c'est un expert qui connaît son sujet et qui est courageux. Je ne partage pas son point de vue, mais il est courageux, il le dit. Donc, on ne peut pas s'associer à ces insultes. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, contrairement à ce que j'entends, moi j'ai été directeur de chambre d'agriculture pendant 13 ans, il y a des itinéraires techniques qui ne sont peut-être pas suffisamment efficaces, mais des alternatives existent. Alors, c'est vrai que j'ai appris que vous êtes producteur de pommes. C'est vrai, sur la betterave, il y a des sujets. Sur la pomme, la cerise, les noisettes, il y a des problèmes. Mais il y a des itinéraires techniques. Et ensuite, lorsqu'il y a un doute scientifique, même si ici ou là, on peut dire, comme l'EFSA ou comme l'ANSES, bon, c'est pas tout à fait avéré ni fiabilisé, lorsqu'il y a un doute, ça doit profiter à la santé. Principe de précaution. Et moi qui vis là-bas, 92% de la population en Martinique et en Guadeloupe sont touchés par des organochlorides, donc le chlordécone. Quand j'entends que le flupyradifurone appartient à la famille des organochlorés, je suis prudent. La prudence, c'est le principe de précaution. Et c'est vrai qu'on peut trouver des alternatives. Ensuite, il faut que la planification écologique
que le modèle agroécologique et que la préservation de la biodiversité, notamment pour les pollinisateurs, soit financée. On a sacrifié cette planification écologique. Je ne sais pas ce qui est dans le budget voté par 49.3, mais moi, je suis co-rapporteur pour les affaires agricoles, rurales, l'alimentation et les affaires rurales. J'ai vu la baisse, même si on peut financer un certain nombre de choses. Je ne critique pas le gouvernement sur ça, parce qu'on ne pouvait pas faire le budget de 2024, mais on a quand même sacrifié la planification écologique. Donc il y a des alternatives qui existent. Alors, il faut que le gouvernement en prenne conscience. Justement, sur les alternatives et aussi sur l'autre modèle qui existe, celui de l'agriculture bio. Pourquoi ne pas privilégier ce modèle-ci? Vous qui êtes justement producteur. Alors, je suis producteur et je suis aussi en agriculture biologique. Mais je n'ai pas pu mettre tous mes vergers en agriculture biologique, aussi parce que vous avez des variétés type reine des rainettes, où ça devient très compliqué, parce qu'on a un gros problème de pucerons. Et on est en droit de s'interroger, y compris... Alors, après, est-ce qu'on doit dire... Est-ce que toutes les vérités sont bonnes à dire, y compris au grand public? Je vous pose une question et je vais vous apporter la réponse. Si je commence à dire que nous aussi, en agriculture biologique, on peut avoir besoin contre les pucerons... Mais oui, on utilise des insecticides d'origine naturelle, bien évidemment. C'est pour ça c'est des pesticides bio, donc naturels. Naturel ne veut pas dire forcément non toxique. Par quoi on a remplacé... Moi, je n'ai pas besoin d'acétamipride dans mes vergers. Vous mettez quoi, par exemple? Alors, on utilise l'huile de Nîmes. Oui, mais l'huile de Nîmes, c'est un insecticide non sélectif, on va dire, qui tue tous les insectes. Mais toxique. Il est autorisé en France uniquement par dérogation 120 jours. Et si vous regardez les phrases de risque, écoutez, la matière active, c'est l'azadiractine, ça peut inquiéter, voilà. Mais je ne suis pas là pour faire mal. C'est-à-dire que, est-ce qu'on peut dire toutes les vérités? Aujourd'hui, moi, ce que je regrette, c'est qu'on dit agriculture égale pesticide égale cancer. Moi, je ne suis pas un criminel. Si quelqu'un veut me dire comment faire, je l'attends. Victorin Lurel, il n'y a pas de solution miracle pour certaines filières? Il n'y a pas de solution miracle. Même la science a quelques doutes. Mais aujourd'hui, des expérimentations ont été faites, des molécules sont autorisées, les renouvellements d'approbation sont faits. Moi, je m'en tiens à ce que disent les scientifiques, les savants, les instituts, les associations de médecins et autres professionnels pour dire qu'il y a une voie d'apaisement, comme dirait Dominique Potier, de conciliation, tout en préservant et en disant que la priorité reste encore quand même la santé. Mais est-ce qu'il y a aussi le poids des lobbies agrochimiques dans ce débat, notamment au niveau européen? La pression des lobbies agrochimiques pour autoriser certains pesticides. C'est ce qu'on va nous opposer, j'ai entendu ça dans le débat à l'Assemblée nationale, c'est de dire que, vous comprenez, l'agriculture française est en train de sombrer, l'Allemagne est en train de nous dépasser, et que nos concurrents européens peuvent utiliser l'acétamipride, et que les pays tiers peuvent venir. Donc il y a des systèmes d'alerte avancés, des contrôles aux frontières, c'est vrai, ça prend du temps. Mais c'est vrai qu'il faudra les activer, ça c'est clair. Ensuite, il faut donner les moyens aux chercheurs pour trouver des formules opérationnelles et opérantes très rapidement. Cela est possible. On fait des expérimentations partout. C'est vrai que ça coûte plus cher le bio. Il y a des lois biocontrôle qui peuvent être mobilisées autrement que ce que fait le gouvernement actuel. On peut faire mieux. C'est clair, on peut mieux respecter la santé, on peut mieux préserver ces choses-là qui se trouvent dans nos assiettes. On travaille pour les générations qui viennent. Oui, tout à fait. Et on n'est pas assez pour protéger la santé des Européens de manière générale. Il y a trop de pression des lobbies de l'agrobusiness. Il faut une harmonisation. Non, moi je dirais pas ça, parce que, vous voyez, en tant que producteur, il y a quand même un certain isolement, et puis à la limite, on se trouve tellement culpabilisé aujourd'hui, je vous promets, même y compris lorsque l'on traite les vergers bio, vous avez des gens qui vous prennent en photo, parce que comme si on allait encore tuer encore ou faire quelque chose, alors que non, on peut aussi... Pourquoi on traite? On retraite parce que y a des maladies, il y a des ravageurs. On est sorti du jardin d'Éden. On n'est pas dans il y a une réalité sur le terrain. C'est pour ça que je dis qu'il y a une réelle méconnaissance. Après, je comprends, mais j'entends ces inquiétudes sur la santé. Moi, le premier. Aujourd'hui, le plus dangereux, c'est bien pour l'agriculteur. Donc, celui qui prépare la bouillie, qui va la mettre dans la cuve. Donc, il faut trouver des alternatives. On peut planter des haies, des jachères, des bandes enherbées, des bandes fleuries. Sauf que même quand on met, par exemple, on va avoir des lois
quelquefois, par exemple, avec certains arrêtés pour protéger, qui vont faire qu'on ne pourra même pas avoir de fleurs dans nos vergers. Allez, on continue à parler d'alimentation, mais cette fois-ci de la question des prix, puisque la commission d'enquête du Sénat sur les marges commerciales réalisées par la grande distribution a poursuivi ses auditions cette semaine. Cécile Sixou. Mercredi, la commission d'enquête sur les marges dans la grande distribution a poursuivi ses auditions au Sénat. Et c'est Thierry Cotillard, le président du groupement Mousquetaires, qui a ouvert le bal. Selon lui, contrairement aux idées reçues, la grande distribution ne se porte pas bien. Elle est sous tension, comme les autres maillons de la chaîne alimentaire. Je me dis, en fait, quand je vais le dire, ils vont avoir peine à y croire parce que c'est nouveau. Et puis, j'ai vraiment l'impression que ce n'est pas un ressenti, c'est une réalité économique. C'est une réalité économique parce que Cora a été racheté, vous le savez, Casino a été démantelé, Colruyt a quitté la France et certains acteurs encore présents sont dans le rouge. C'est-à-dire qu'à la fin de l'année, ils sortent des résultats négatifs. Thierry Cotillard pointe la responsabilité de certains grands fournisseurs de l'industrie agroalimentaire qui ne respectent pas la loi Egalim et la sanctuarisation des prix des matières premières agricoles. La matière première agricole doit être obligatoirement contractualisée dès l'amont et intégrée de façon transparente les conditions générales de vente. Alors vous allez me dire, l'esprit de la loi, c'était ça, mais dans la vraie vie, et dans beaucoup de cas, pour certains très grands industriels, les choses ne sont pas claires. On est dans un monde actuellement de transparence opaque. Le non-respect des prix fixés, c'est aussi le reproche adressé quelques heures plus tard par les sénatrices de la commission d'enquête à Eurelec, la centrale d'achat européenne dont dépend le géant français Leclerc. Comme ses activités sont basées en Belgique, elle échappe à la loi française, bien qu'elle fournisse les supermarchés Leclerc. La question qu'on vous pose, c'est est-ce que Leclerc considère que les produits qui sont achetés par votre centrale d'achat et qui sont destinés au marché français ne doivent pas respecter les règles françaises. Nous avons fait valoir nos droits en termes de société belge et surtout le droit par rapport à nos contrats et fait reconnaître par le tribunal de Bruxelles l'applicabilité du droit belge sur nos contrats et surtout la protection du secret d'affaires. Depuis 2024, l'administration française poursuit Eurelec pour son non-respect de la concurrence et l'a sanctionné d'une amende de 38 millions d'euros. Victorin Lerel, on vient d'entendre le patron du groupe Mousquetaires qui affirme que la grande distribution est aujourd'hui en crise, qu'elle ne réalise pas de marge financière suffisante. Vous le croyez ? Non. Bon, franchement, je suis cash, non. Il y a, comme dans toutes les filières, des hauts et des bas. On a connu les difficultés de Casino, ils n'en sont pas sortis. Mais qu'est-ce qui se passe ? En moyenne, dans l'opacité d'ailleurs, ce que je vous dis, ce sont des modélisations qui ont été faites. Les grandes surfaces, tout groupe confondu, la marge nette, c'est entre 1 et 3%. Mais dans cette affaire-là, on ne met pas les dividendes qui viennent des centrales d'approvisionnement et des centrales de services et de référencement. Ensuite, on ne met pas ce qu'on appelle les marges arrière. On ne compte là que les marges avant, entre 3 et 3%. Quand on ajoute tout ça, ils sont entre 5 et 7%. En gros, il y a des marges cachées par la grande distribution. Bien sûr, parce que ce sont des groupes, disons, intégrés, avec des intermédiaires, avec des prix de cession interne. C'est opaque, personne ne le sait. Au nom précisément de ce que j'ai entendu, le secret des affaires, la liberté d'organisation interne. Et donc, on n'a pas les chiffres véritablement, si ce n'est les résultats publiés. Donc, on a du mal à croire ça. Et dans les outre-mer, c'est pire encore. Quand ici, c'est entre 1 et 3%, le groupe, par exemple, Bernard Ayotte ou Parfait là-bas, eh bien, vous disent que nous aussi, c'est la même chose. Mais ils ne vous disent pas ce qu'ils prennent dans toute la chaîne de valeur, depuis l'amont jusqu'à l'aval, c'est-à-dire à la distribution dans les rayons. Éric Martineau, comment vous expliquez ce grand écart entre le niveau des prix de l'alimentation qui augmente et le revenu des agriculteurs qui, lui, stagne, voire est misérable parfois. Et vous me donnez comme ça la possibilité d'expliquer encore pourquoi on a voté cette loi visant à lever les contraintes au métier d'agriculteur. Cette fameuse loi du plomb. Mais oui, pourquoi ? Parce que d'un côté, on vous demande de produire encore différemment, d'être plus blanc que blanc, d'être mieux que les autres et d'être toujours payé moins cher, moins cher, moins cher. D'où cette phrase que je vous ai sortie en début d'émission où mais il faut que les producteurs soient rémunérés. Et aujourd'hui, moi je l'ai dit parce qu'il va y avoir cette loi d'urgence agricole qui va sortir, je
je ne sais pas quand, ça je rappelle que sais vous pas. êtes producteur de pommes. Hein. Oui, tout à fait. Mais on voit bien qu'aujourd'hui, la vraie faille, c'est bien la rémunération des agriculteurs. Parce que qu'on leur impose des normes et des contraintes, c'est normal. Quand vous allez au restaurant, vous exigez, je veux ça, et même vous payez le supplément chantilly ou le supplément chocolat. Vous voyez, pas en agriculture. En agriculture, ça vient d'en haut, on vous dit toc, vous livrez à la coopérative, vous ne savez pas exactement combien vous serez payé, et puis vous le saurez à la fin. Imaginez, donc vous venez au boulot et vous aurez votre fiche de paye, votre patron vous donnera ce qu'il veut. C'est pas possible, on ne peut pas continuer comme ça. Et pourtant, il y a des textes pour garantir et protéger le revenu des agriculteurs. Et des textes qui sont contournés. La loi Egalim, voilà. le Bousaille et le SRP plus 10. Donc, seuil de revente à perte, plus 10% précisément pour garantir un revenu décent ou correct aux agriculteurs. Il y a une chose qui n'est pas dans ces lois-là et qui ne vous protège pas suffisamment, c'est qu'en amont, vous avez des fournisseurs, et qui c'est du business, pour les engrais, pour les intrants, pour la mécanisation, qui ne sont pas contrôlés. Et dans l'Observatoire des prix et des marges, que présidait à l'époque M. Chalmet, la fameuse commission Chalmet, que personne ne lit d'ailleurs. Donc il faut mieux encadrer. Vous avez un rapport encadrer. de 500 pages chaque année ici à l'Assemblée nationale, monsieur au Sénat. Si vous voulez connaître les marges sur toutes les filières, sur tous les produits, y compris les pièces et les morceaux, par exemple, dans la viande, l'élevage... Très bien, mais du coup... Vous avez tout là, même s'il y a quelques incertitudes. Eh bien, ça ne marche pas. Donc il faut mieux encadrer. Il n'y a pas suffisamment de contrôle au nom du secret des affaires. Oui. Mieux encadrer. Moi, je crois en la structuration des filières. C'est ce que je défends toujours. C'est-à-dire qu'il faut qu'on arrive à se réunir. Mais forcément, quand vous voyez le nombre d'acheteurs qui sont même réunis maintenant à l'étranger pour contourner les lois françaises, comment voulez-vous qu'un petit producteur, un producteur même de taille moyenne, même un moyen ou un gros producteur puisse y arriver? Tout de suite, on va se faire attaquer dès qu'on se réunit, nous, les producteurs, sur l'entente illicite des prix. Vous n'avez pas la puissance de négociation. Exactement. C'est pourquoi ils se réunissent en centrale d'approvisionnement et en centrale de services de référencement, Eurilec pour Leclerc, Aura. Aujourd'hui, il y a un contrôle exercé par l'autorité de la concurrence sur Concordis, qui est une alliance d'achat, et Aura. Ils vous disent, nous sommes obligés de le faire, parce qu'en Europe, on le fait. L'Allemagne le fait, la Belgique, les Pays-Bas le font, l'Espagne le fait. En plus, on a la concurrence des hard discount. Tout ça, des centrales d'achat européennes du paysage commercial, avec une puissance de négociation. Et vous avez entendu le président d'Intermarché ou de Mousquetaire qui disait c'est pas rentable, et on est en difficulté. Bien sûr, ils sont peut-être en difficulté. On sait que le modèle économique, c'est un volume important et des prix bas. Et donc ça, ensuite, ils ajoutent, bien entendu, ce que je vous ai dit, les bénéfices de ces centrales qui sont en amont et qui est-ce qu'ils contournent le droit français parlementaire avec ces centrales d'achat européennes, par exemple en Belgique? Et l'Europe le fait. Alors, j'ai entendu que non, c'est pour contourner les lois. La position française, et j'espère qu'il y aura une jurisprudence, c'est de dire que c'est consommé en France, c'est les lois françaises qui s'appliquent. Oui. Ils le contestent. En principe, c'est ça. Mais jusqu'ici, je n'ai pas vu de jurisprudence ou de décision de tribunaux pour dire c'est la loi française qui s'applique. Donc il y a un contrôle qui doit s'exercer sur ces contournements-là. Comment vous faites, vous, législateurs, pour empêcher ces groupes-là de contourner la loi française au nom du secret des affaires? Alors, c'est pas si évident que ça. Oui, il faut essayer de faire... c'est des vraies démarches, personnellement, que ce soit auprès du ministère de l'Agriculture. Parce que moi, ce que je rêve, c'est qu'il y ait un maximum d'agriculteurs en organisation de producteurs qui elles-mêmes soient regroupées en associations d'organisation de producteurs, de telle sorte à pouvoir proposer un minimum, enfin un prix qui soit décent pour les filières. On ne peut pas leur imposer tout et ne pas les rémunérer. On a le cas, je pense à la filière tomate, par exemple, où on a eu un gros scandale. Quand même, quand vous voyez la tomate marocaine à 99 centimes dans les rayons, l'association d'organisation de producteurs se met d'accord pour faire une tomate française à 1,29 €. Tout le monde est d'accord. Vous la retrouvez en magasin, 1,95 €, 1,99 €. Oui. Ça veut dire qu'on l'Europe ne fait pas. Victor, alors, une dernière question sur l'outre-mer. Est-ce que les acteurs de la grande distribution, de l'agroalimentaire qui travaillent sur les territoires ultramarins, ils font assez d'efforts pour bien rémunérer les agriculteurs et puis également lutter contre la vie chère en outre-mer? Les grands groupes travaillent avec les agriculteurs, même si ce n'est pas suffisant. On fait des reproches au groupe Bernard Ayotte, GBH,
qui travaillent avec les agriculteurs. Alors, est-ce que c'est suffisant? Non, parce qu'on pèse sur les prix et sur les marges, c'est une évidence. Et les agriculteurs ne sont pas suffisamment organisés, sauf avec un début d'organisation à l'île de la Réunion, mais leur puissance de négociation est faible. C'est la raison pour laquelle, dans ce que vous entendez sur les centrales d'achat européennes, Eurelec, Cora et les autres, on fait des discriminations qui devraient respecter la loi. Et la loi devrait être européenne. Quel est le problème? Il y a des alliances d'achat qui sont aujourd'hui en cours, Aura et je crois Concordis. L'autorité de la concurrence ne peut pas intervenir en émettant un avis. Ça relève de la DGCCRF. Donc il y a des difficultés. Ce qu'ils font aujourd'hui, la direction de la répression des fraudes, un bilan concurrentiel. Un bilan concurrentiel, mais il y a des limitations de la loi. Et qu'est-ce qui devrait se faire? C'est une harmonisation, comme pour d'ailleurs les néonicotinoïdes. Et on devrait avoir là un texte harmonisé de l'Europe pour interdire. Pour mieux réguler ces négociations commerciales. Ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Victorin, Laurel et Éric. On mange français. On mange français. On mange Merci, français. c'est la fin de cette émission. On est d'accord.